Bonjour, alors bienvenue à ce nouvel épisode de Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on a reçu Maude Fortin-Massé, qui est avocate et associée chez Altalex, le cabinet d'avocats qui est ici même à Québec. Super content d'avoir reçu Maude. On a parlé de plein de choses. On a démystifié le rôle justement d'un avocat en droit des affaires. Qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est très, très varié. On a parlé aussi de ses implications. On a parlé de la fameuse convention entre actionnaires. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, en tout cas, je pense que vous allez aimer ça. On s'est tenu compagnie encore le temps d'un 30 minutes. Alors, bonne écoute. Allô, Maud, bienvenue au balado Savoir tenir compagnie. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être ici. Je suis très, très contente de te recevoir. Écoute, dès qu'on commençait un peu à réfléchir aux épisodes puis à ce qu'on voulait faire, ben ton nom est arrivé rapidement C'est vraiment dans les discussions. Donc, je suis super contente que tu aies accepté rapidement d'être là. Merci. Puis, veux-tu commencer un peu par te présenter? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Avec Parle-nous de ça. plaisir. Moi, je m'appelle Maude Fortin-Massé. Je suis avocate associée chez Altalex Avocats et nous sommes un cabinet, dans le fond, qui pratique exclusivement en droit des affaires. Et dans la vie, je suis beaucoup et plein d'autres choses. Une amoureuse des animaux, une fille qui s'implique dans sa communauté, mais c'est pas mal ça. J'adore. Puis d'ailleurs, on a comme une petite... on essaie d'instaurer, si on veut, une petite tradition. Puis je suis allée sur tes médias sociaux OK? pour aller voir un peu tes photos. Puis tu sais, sachant qu'on se suit déjà, c'est pas si pire. Là. Je peux aller dans le gros stalking, là. Mais justement... Au secondaire. Exactement, c'est ça. C'est la photo. Et là, j'ai trouvé une photo de toi vraiment cute. Je vais la montrer. Puis pour ceux qui nous écoutent, c'est Maude, justement, dans un autobus qui fait semblant de conduire puis qui nous fait un gros sourire. Fait que je veux savoir, justement, en parlant d'implication, en parlant de projets, d'événements, t'étais où? Tu faisais quoi à ce moment-là? Cette journée-là, on le voit par mon sourire sur la photo, j'étais tellement fière. J'accompagnais mon grand frère, Pierre, qui travaille chez Prévost. OK. Donc, il est aux approvisionnements chez Prévost, puis il fêtait en fait le 100e anniversaire de Prévost Corps, dans le fond. Déjà, donc, ouais, c'est fou. Puis c'était tellement une belle journée. Là. On allait là, dans le fond, il y avait invité parents, amis, famille, personnalités publiques, gens de la politique, clients, fournisseurs. Tout le monde était là pour fêter, dans le fond, ce fleuron québécois-là, qui nous rend, on va le dire, là, quand même fiers. Oui, Là, quand tu te rends compte que beaucoup d'artistes là, à travers le monde utilisent les autocars Prévost pour leur tournée et pour beaucoup d'autres choses, mais c'était vraiment une belle journée. Mon frère était fier de nous faire la visite de l'usine, de montrer tout ce qui... Parce que, bon, à part, j'ai un bac en opération de la logistique aussi. C'est vrai, dans une autre vie. Là. Dans une autre vie, j'ai fait ça. Fait que de parler de Kanban, de de just-in-time, tout ça avec mon frère, puis d'usinage. Vous partagez ça ensemble, en fait. Absolument. Fou, fait que c'était une super belle journée. Puis aussi, tu sais, la partie que moi, j'adore, c'est de voir les entrepreneurs, puis voir leur croissance, puis juste d'être là avec la famille Prévost à Sainte-Claire, dans une ville qui est clairement comme tout le monde et comme a des bons emplois, puis ils sont fiers, c'était vraiment émouvant. Ah, c'est sûr, tu vraiment émouvant. Toute la journée. Vraiment. Plus, la sœur fière, puis de voir tout ça ensemble. Absolument. Puis tu sais, la famille avait écrit un livre sur le grand-père. C'était vraiment, c'était magnifique. C'était vraiment une belle journée. Je suis quasiment émotive. On commence avec ça. Je trouve ça génial. Puis justement, là, on va embarquer un petit peu. Comme je te disais, j'avais pensé à toi d'avance un peu pour le podcast et tout ça, parce que je trouve ça super important en tant qu'entrepreneur de parler justement de notions juridiques. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais. Puis peut-être pour mettre la table un peu, si tu pouvais nous guider à travers justement tes responsabilités. Parce que, tu sais, en droit des affaires notamment, ben c'est super varié. Tu fais une tonne de choses. Puis justement, si tu veux un peu nous guider à travers tes responsabilités au quotidien, ça ressemble à quoi dans le cabinet où tu travailles? Oui, bien en fait, je vais peut-être commencer par c'est quoi un avocat en droit des affaires. Tout simplement, ça mange quoi en hiver? Là? C'est quoi? Là? Absolument, parce que, tu sais, tout le monde pense qu'on porte des toges, tout le monde. Puis, tu sais, la réalité, c'est que j'ai porté une fois une toge, puis c'était à mon assermentation. Puis, j'ai pas l'intention de retourner devant un juge non plus. Donc, tu sais, un avocat en droit des affaires, ça s'occupe de toute la vie d'une entreprise. Fait que ça peut partir de l'incorporation jusqu'à sa dissolution, puis tout ce qui vient entre ces deux événements-là. Donc, par exemple, si vous êtes plusieurs actionnaires, ben, c'est de travailler sur la convention entre actionnaires. S'il y a des opportunités pour faire du développement, pour soutenir la croissance de l'entreprise, ça va être du financement, ça va être de la réorganisation fiscale. Plus tu fais des profits, peut-être qu'à un moment donné, tu fais intervenir une gestion, une fiducie. Fait que nous, on va s'occuper de la documentation juridique en lien avec ça. Ça peut être après ça, si par la croissance, on va faire l'acquisition d'une entreprise, si on va faire des fusions, s'il y a un transfert d'entreprise, si on intègre des employés. Fait que ça va être
tout, en fait, tout dans la vie littéralement. d'entreprise. C'est ça, j'allais dire, C'est ça ça. couvre beaucoup de choses. Exactement. Puis nous, ce qu'on vient faire, c'est comme structurer ça puis rendre ça légalement, dans le fond, applicable. Puis moi, dans mon quotidien, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'ai une spécialisation en ce qu'on appelle le droit commercial. Donc, avec mon background, dans le fond, d'HEC Montréal, là, en administration, je fais beaucoup du conseil d'affaires puis de l'accompagnement pour ce qui est dans le day-to-day des entrepreneurs. Donc, admettons, les gens vont engager un nouvel employé, donc on va faire là, des modèles de contrat de travail, on va faire des modèles de contrat de partenariat. Si tu as des clients, t'assurer que dans ta relation avec les clients, tu aies toutes les modalités générales qui sont importantes dans ton contrat avec les clients, les fournisseurs. Donc, puis du conseil en général, du conseil d'affaires. Donc, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de lectures, beaucoup de rédaction. Donc, tout ce que d'habitude les entrepreneurs n'aiment pas, oui. on le prend et on s'en occupe. Ouais. Pour ça, j'allais te demander un petit peu en quoi, justement, ton rôle permet aux entreprises ici de, en gros, tu facilites quand même beaucoup la croissance puis tu les accompagnes beaucoup au quotidien. Là. Oui. Tu m'as nommé plusieurs exemples, mais justement... Absolument. Puis, tu sais, je pense que notre travail versus ce qu'on voit ou ce qu'on pense d'un avocat qui est là pour les litiges, un avocat en droit des affaires, ça va t'aider à prévenir les coûts. Donc, on vient réduire les risques et on vient diminuer aussi les coûts liés à dans le fond, qui sont associés à un litige. Donc, ça, c'est dans les choses qu'on va faire. Puis, comment il faut voir l'avocat de droit des affaires, c'est que nous, on travaille en amont. On travaille vraiment pour prévenir ou s'assurer, dans le fond, que les risques qu'un entrepreneur peut prendre au quotidien soient limités. Donc, c'est vraiment comme ça là, qu'on peut travailler pour aider les entrepreneurs dans leur croissance. C'est qu'on s'assure de leur enlever les éléments de risque de leur quotidien pour qu'eux, ils puissent vraiment focusser sur ce sur quoi ils ont de la valeur. Puis justement, je trouve ça super intéressant parce que souvent, c'est ça, il manque de temps, puis on dirait que tout va tellement vite et tout ça. Donc, toi, tu es là pour vraiment les accompagner. Puis, tu sais, on dit souvent que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, puis de ce que tu me dis, ça fait du sens, que tu agis vraiment comme un allié précieux, là, tu sais, littéralement, pour l'entrepreneur. Puis, que ce soit, je comprends, en démarrage ou peut-être un petit peu plus imbriqué dans une entreprise que ça fait longtemps qui est déjà en affaires. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, cette notion d'accompagnement puis de relation d'affaires vraiment, là, tu sais, c'est une alliance, là, littéralement. C'est une alliance. Là. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs se font dire quand ils commencent que pour bien structurer leur entreprise, il faut qu'il y ait un bon comptable et un bon avocat. Donc, oui, c'est ça. On est les deux côtés. Je pense que le comptable est plus qu'important. Je pense que pour surtout des entrepreneurs qui commencent, qui, par exemple, on va donner un exemple, mais tu te pars une compagnie parce que tu aimes les souliers, puis là, finalement, tu deviens producteur de souliers, tout ça, bien, c'est normal peut-être que tu ne saches pas ou que tu ne sois pas en mesure d'interpréter des états financiers. De la même manière que tu peux lire un contrat puis tu ne comprends pas ce qui est écrit ou que toi-même, tu ne sais pas comment rédiger un contrat pour vendre tes choses ou vendre tes services. Fait qu'on est vraiment là pour venir aider l'entrepreneur à vraiment focusser ce sur quoi il est bon, puis on lui enlève des risques comme avocat. On vient lui dire, OK, bien, admettons que tu voulais faire de la distribution de souliers puis que tu as un partenaire, admettons, en Ontario, mais as-tu pensé à avoir une exclusivité pour ce territoire-là ou des choses comme ça? Donc, nous, on utilise tout notre bagage de travail qu'on fait pour les centaines, milliers d'entreprises qu'on accompagne pour venir faire bénéficier nos entrepreneurs. Fait que c'est vraiment ça notre travail. Puis, l'autre partie qui est ultra importante, c'est que vu qu'on travaille dans le service professionnel, on a beaucoup de contacts en service professionnel. Donc, on met notre réseau dans les mains de nos entrepreneurs pour qu'eux, ils me disent, bien, hey, j'aimerais ça, par exemple, j'en ai un récemment, ils veulent intégrer des employés puis ils ne savent pas comment le faire. Bien, on a des spécialistes en ressources humaines qui peuvent t'aider ou, admettons, OK, bien, on fait l'acquisition d'un immeuble, mais je ne connais pas de notaire, bien, on en connaît, nous, des notaires. Est-ce que je veux me monter un site web? Avez-vous des références? Nous, ce réseau de professionnels-là, on l'a, fait qu'on le met à la disposition de nos clients. C'est très intéressant. Puis là, je fais comme un clin d'œil directement à la caméra parce que là, on parle de Maude. En tout cas, si jamais vous avez besoin de quelqu'un, je pense que c'est vraiment la bonne personne. T'expliques tellement bien tout ça. Puis ça m'amène justement à... là, j'imagine que jusqu'à maintenant, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils vont comme avoir des idées un peu ou
un intérêt d'en savoir plus. Mm-hmm. Si jamais moi je vais aller en ligne puis je vais avoir accès à des ressources particulières, est-ce qu'il existe comme, j'imagine, des ressources faciles d'accès en ligne, mais celles que tu recommandes, si par exemple j'ai une question juridique ou quoi que ce soit, avant de peut-être prendre contact avec quelqu'un plus spécialisé? Oui, bien, il y a plein de ressources là, Ouais. en ligne qui peuvent vraiment aider. Puis il y a des entreprises québécoises ou même le gouvernement qui fait des articles qui sont, dans le fond, supportés par des avocats qui les écrivent. Je pense notamment à Éducalois. OK. Il y a aussi le site juridique, QC à la fin, dans le fond, qui est préparé par le gouvernement du Québec, qui va essentiellement aider les gens dans des questions qu'ils peuvent avoir au cours de leur vie. Donc, ça peut être, par exemple, cas de divorce, enfant, acheter sa première propriété, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi des articles qui peuvent être pertinents dans le monde des affaires. Par contre, dans le monde des affaires, il y a évidemment beaucoup d'argent à faire pour le service professionnel. Puis je pense que pour les entrepreneurs, il faut faire attention un peu à la poutine ou la machine à saucisses. Dans le fond, je les appelle comme ça parce que c'est des services qui sont non personnalisés. Donc, il faut faire attention à ça. Puis quand Google, Éducalois, Juridique sont tous des bons outils pour se démarrer, mais il faut faire attention que sa situation peut-être peut avoir des particularités auxquelles un avocat peut y penser. Fait que une des super ressources qu'il ne faut jamais oublier, le bottin des avocats du barreau du Québec. Ouais. S'assurer que, dans le fond, la personne qui nous donne des services, ce soit une personne qui soit... C'est là qu'on écrit Maude, puis on écrit ton nom Oui, complet. exactement. C'est là qu'on est. Exactement. Je trouve ça intéressant parce que c'est ça, c'est, mettons, quand tu commences à y réfléchir, peut-être de commencer à s'informer, regarder un petit peu avec les ressources qu'on va mettre d'ailleurs dans la description, je pense, de l'épisode, si des gens veulent y accéder. Absolument. C'est des ressources qui sont disponibles, mais justement, du service non personnalisé, bien, il faut faire attention parce que chaque situation est complètement différente. Absolument. Puis je vais te donner un exemple qui est super facile, mais par exemple, tu veux t'incorporer parce que tu te pars ton restaurant. Oui. Puis là, tu dis, ben je vais aller sur un site qui fait de l'incorporation pas cher, rapide, puis je vais faire ça. Tu sais, on a des clients qui reviennent chez nous, puis finalement, leur incorporation n'est même pas signée ou des choses comme ça. Mais par exemple, tu es en restauration, ils vont te dire, mets ton année financière, ta fin d'année financière un 31 décembre. Sauf que le 31 décembre, pour des restaurants, ça tombe un mardi, un mercredi, tout ça. Tandis qu'il est préférable pour des entreprises en restauration d'avoir une fin d'année financière variable. Donc, qui fit, admettons, avec le dernier dimanche de tel mois de chaque année. Fait comme ça ne change pas mes budgets ou mes données dans mon inventaire et tout ça. Mais ça, si tu n'as pas de conseil personnalisé, c'est pas le site Internet rapide qui va te le faire. Fait que tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds... Absolument. Puis là, finalement, tu te demandes pourquoi cette année, tu as fait un petit peu plus d'argent que l'autre. Puis finalement, c'est peut-être juste une question que ton année financière n'était pas à la bonne place. Tu sais. Ah, c'est un excellent exemple. Oui, puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Puis c'est pour ça que je pense qu'un avocat, ça demeure une excellente ressource. J'adore. On continue déjà à démystifier un petit peu ton rôle et tout ça. Puis, tu en as parlé un petit peu au début de l'épisode, la fameuse convention entre actionnaires. Parce que là, de plus en plus de PME au Québec, justement, soit se démarrent à plusieurs personnes, on est 3-4, puis on se lance en entreprise, on se lance dans un projet, ou ça fait un bon petit moment que je suis déjà en affaires, puis là, je vais intégrer quelqu'un à l'entreprise. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? J'ai l'impression que ça peut être un petit peu sous-estimé ou l'importance puis la nécessité d'une convention entre actionnaires. Tu veux-tu un petit peu nous guider à travers ça? Qu'est-ce que c'est puis à quoi ça sert vraiment? Oui. Dans le fond, nous, on appelle la convention entre actionnaires le contrat de mariage professionnel. Okay. Ouais. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça. Oui, puis parce que, en fait, tu choisis ton mari ou ta femme avec qui tu souhaites rester jusqu'à la fin de tes jours. Ouais. De la même manière, quand tu t'engages dans une entreprise avec quelqu'un, c'est énormément d'heures que tu vas y passer, puis c'est beaucoup d'énergie investie. Donc, je pense que c'est pertinent de se parler des cas d'espèce qui peuvent arriver. Donc, puis on fait ça, dans le fond, dans la rédaction du contrat de mariage professionnel. Le principe de base super important qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien dans la loi qui t'oblige à vendre tes actions. OK. Donc, si toi et moi, on se part en affaires, puis que finalement, on s'entend plus, puis ça marche vraiment pas, je pourrais rester puis te mettre des bâtons dans les roues puis juste vouloir être là si on n'a pas de convention entre actionnaires qui te permet pas de me racheter ou dans d'autres circonstances, comme par exemple un décès où tu te retrouverais avec ma succession ou des choses comme ça. Fait que c'est super important une convention entre actionnaires. Puis, je vais juste passer à travers quelques concepts, là, mais pour peut-être allumer des lumières aux gens qui nous écoutent. Mais par exemple, si toi et moi, on est en entreprise puis que finalement, ça ne marche pas, tu veux vendre tes actions à quelqu'un d'autre. Moi,
c'est toi puis moi qui avons parti cette entreprise-là ensemble. Fait que j'espérais que tu me les vendes en En premier premier, c'est ça. avant de vouloir les vendre à quelqu'un d'autre. Fait que dans ce contexte-là, on met des clauses de droit de premier refus. Donc, si tu veux aller à l'extérieur, ben, il faut que tu me les vendes en premier. De la même manière, si on décide d'avoir une nouvelle émission d'action, on va mettre ce qu'on appelle un droit de préemption. Donc, les nouvelles actions vont devoir être séparées entre toi et moi en premier avant d'être offertes à n'importe qui d'autre. Ou, par exemple, on va dire un gros... on va prendre notre exemple de chaussures. Ouais. Yellow veut nous acheter. Puis là, finalement, toi, tu veux pas y aller, mais moi, je veux y aller. Bien, il y a des clauses qui existent qu'on appelle des droits de suite ou des droits d'entraînement pour faciliter, dans le fond, la vente à un tiers puis ne pas venir briser un peu la valeur de notre entreprise. Si on est dans le plus concret, tu voles, tu fraudes, tu te fais saisir, tu atteins la réputation de mon entreprise, tu ne fais pas les fonctions pour lesquelles tu t'étais engagé à faire. Il y a une liste de choses qu'on peut rajouter, ce qu'on appelle du retrait des affaires, qui ferait que moi, je pourrais te racheter à un prix qui est soit moindre ou pas nécessairement. Par exemple, dans un cas où tu deviens invalide, je ne voudrais pas mettre une pénalité sur tes actions, mais je voudrais peut-être que les actions me reviennent quand même parce que là, finalement, tu ne peux plus contribuer à l'entreprise. Si on est dans un cas de décès, etc. Fait que le but de la convention entre actionnaires, c'est un, de prévoir les coûts et deux, de nous assurer qu'il y ait un marché pour nos actions, qu'on ne soit pas pris avec l'une ou l'autre dans un contexte où ça va moins bien. Puis après ça, il y a des éléments qui sont super importants pour protéger l'entreprise. Dans ça, on va mettre, admettons, que toi puis moi, on s'engage à ne pas faire concurrence à l'entreprise dans laquelle on vient de s'investir en ouvrant, admettons, une autre boutique de chaussures de l'autre côté de la rue. Ce qui doit arriver, là. Exactement. Ou on ne veut pas, par exemple, que les clients se fassent solliciter ou, par exemple, tous les éléments que nous, toi et moi, on crée pour la compagnie, bien, que cette propriété intellectuelle-là soit automatiquement transférée à la compagnie puis qu'une de nous ne puisse pas dire « Ah, ben c'est moi qui ai tout créé. » Fait que, et puis là, de foutre la merde un peu. Oui, c'est ça. C'est tellement important. Puis ça, c'est quelque chose que tu conseilles. On fait ça dès le début. Quand on commence à réfléchir à se partir en affaires ou à faire venir quelqu'un, c'est là qu'on parle de tout ça. On met carte sur table si on veut. Ben, en fait, techniquement, tu essaies de parler de décès, de retrait, de vol, de fraude quand ça va bien. Ben, c'est ça. Un peu comme quand on s'assure avant qu'il arrive de quoi, là. Exactement, c'est ça. Fait qu'on veut avoir ces discussions-là quand ça va pas bien. Puis nous, ce qu'on dit tout le temps à nos clients, c'est que si maintenant ça accroche pour un sujet ou un autre, puis qu'on n'aboutit pas à une convention entre actionnaires, ben c'est peut-être un clin d'œil à ce qui s'en vient pour ta compagnie. C'est clair, ça en dit beaucoup. Fait que c'est des bonnes discussions. Puis tu sais, des fois, c'est juste des « Ah, ben moi, finalement, j'avais pensé que mes enfants y intégreraient plus tard la compagnie. Ah, OK, moi, j'avais pas pensé à ça. Comment tu penses faire ça? Tu penses que tu leur donnes une grosse partie d'action? » Tu sais, c'est plein de choses qu'on peut prévoir où ta convention entre actionnaires, dans le fond, elle évolue dans le temps aussi. Comme par exemple, au début, ben, on était toi puis moi, puis finalement, on est rendu 15, puis on pense que quelqu'un d'autre devrait intégrer, mais c'est quoi les modalités? Est-ce qu'on met des conditions pour intégrer l'actionnariat? Donc, c'est un document qui est évolutif puis qui suit la vie de la compagnie. Okay, absolument. Okay. On peut l'adapter. Là. Mais la réalité, c'est que l'idéal, c'est qu'on la prend, on la fait, on la met dans un tiroir, on l'applique. Puis on n'y touche plus. Parce que dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer nos documents de guerre. Ouais. Si jamais on va à la guerre et qu'on ne s'entend vraiment pas, ben c'est la base de nos négociations. Sinon, on ne l'utilise pas dans Sinon, on ne l'utilise pas. Tu sais, dans le meilleur des mondes, toi puis moi, on s'entend. C'est ça. Genre, on n'est plus capable de se sentir, mais on est capable de dire, OK, je vais te vendre mes actions à tel prix. Mais si on n'est vraiment pas parlable, ben on peut au moins sortir ce document-là. Très intéressant. Donc, tout le monde, pensez-y. Oui. Si jamais vous êtes en affaires, vous n'en avez pas ou que vous considérez peut-être avoir une entreprise avec quelqu'un, bref, pensez-y, c'est très, très important. Oui. Tu viens de l'expliquer. Puis important aussi de ne pas confondre là, les conventions entre actionnaires, c'est qu'on n'est plus d'un actionnaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si on a notre compagnie seule ou on a notre société de gestion, évidemment, si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de document de guerre avec vous-même, idéalement. Oui, idéalement, parce que sinon, ça va pas bien. Là. Exact. Ça m'amène à penser aussi, donc, de plus en plus de PME, justement, convention par actionnaire, on en a parlé, et le reprenariat. Ouais. On en parle beaucoup ce temps-ci, que ça soit plusieurs facteurs, des départs à la retraite, des fermetures d'entreprise pour X raisons. Si, par exemple, moi, demain matin, je décide j'ai une entreprise que je vois qui est déjà bien établie, elle m'intéresse, elle me tente, j'ai envie de la racheter. Comment ça fonctionne? J'imagine qu'il y a de la paperasse, il y a des questions à réfléchir, puis des choses à faire. Là. Comment ça marche au niveau du reprenariat? C'est super intéressant que tu en parles parce que c'est effectivement d'actualité. Dans le fond, en 2021, fait qu'il y a déjà 3 ans, le CETAC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, a identifié
qu'il y avait plus de reprises d'entreprises que de création d'entreprises. Donc, c'est là qu'il y a vraiment eu un switch. Puis, ils disent également dans un rapport de la dernière année que c'est 24 000 entreprises qui vont être à transférer ou à vendre dans la prochaine année. Fou. Donc, on a, comme tu disais, un contexte démographique avec des gens qui partent à la retraite, avec des entrepreneurs qui sont épuisés. Qui sont fatigués. Aussi, après la COVID, je pense que ça a été dur pour beaucoup d'entrepreneurs. Ils sont prêts à donner les rênes à quelqu'un. Fait que c'est tellement d'opportunités pour plein de gens qui voudraient se partir en affaires. Dans le fond, ta question, c'est de savoir c'est quoi qu'il faut prévoir, tout ça. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre se partir son entreprise, c'est que tu t'incorpores, puis là, tu crées tout. Fait que là, l'idée vient de toi, le concept. Zéro, là, exactement, ton image, X, Y, Z. Mais là, on est dans un contexte où tu reprends l'entreprise. Donc, quand tu reprends l'entreprise, il y a souvent des employés, un passé, un compte bancaire, de l'inventaire. Exactement. Il y a tout ça. Donc, tu rentres un peu dans un terrain où il y a du existant et toi, tu achètes parce que tu penses que tu peux créer de la valeur avec ça. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types de reprenariat. Puis, je pense qu'on pourrait en parler sincèrement des heures. Ça pourrait être un épisode juste pour ça. Exactement. Mais dans le fond, celui qu'on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'achat à distance. Dans le fond, c'est que moi et toi, moi, je ne te connais pas à la base, mais j'ai entendu parler de ton entreprise. Je t'ai trouvé sur un site, le centre de transfert d'entreprise ou un site de courtage, où j'ai fait appel à un courtier d'entreprise, j'étais prête à acheter, puis on trouve ton entreprise. Ça, c'est un achat qui est à distance. Donc, on ne se connaît pas. Mais il y a plein d'achats qui ne sont pas à distance. Donc, par exemple, des entreprises familiales. C'est les enfants qui vont reprendre l'entreprise ou ça peut être dans des employés. Donc, on va parler récemment beaucoup d'intrapreneuriat. Oui. Donc, ce qui est d'ailleurs mon cas. Donc, c'est le genre de choses qui intéressent aussi beaucoup les gens parce que les gens qui partent à la retraite, ils vont dire, OK, ben moi, j'ai créé quelque chose. Il y a des employés dans mon entreprise qui voudraient reprendre la business. Donc, ça existe puis c'est vraiment super comme forme de reprenariat. Il y en a des qui sont du reprenariat aussi, mais qui sont avec des risques moins élevés. Par exemple, la franchise. La franchise est un reprenariat parce que tu reprends un concept, tu achètes ta franchise. Mais tu es quand même encadré, justement. Tu as accès à une formation X. Exactement. Tout le branding. Donc, en termes de risque, tu as comme créer ton entreprise, reprendre une entreprise, puis la franchise, un peu dans le spectre. Mais vraiment, la différence, c'est que au niveau du droit puis du droit des affaires, il y a un gros gap entre l'incorporation, où on part de zéro. Dans le fond, les risques, tout est à construire. Fait ils sont énormes, mais tout est à construire à ta main. Et l'achat d'entreprise. Et dans l'achat d'entreprise, nous, notre travail, qui est vraiment important, je crois, c'est la vérification diligente. Qu'est-ce que tu achètes? Pourquoi tu l'achètes? Est-ce que ça vaut vraiment ce que tu penses que ça vaut? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer ou demander que soient changées avant que toi t'achètes? Donc, puis là, on peut passer, là, nous, on appelle ça la vérification diligente. Mais est-ce que tu as des litiges en cours? Est-ce qu'il y a des mises en demeure qui sont déposées contre cette entreprise-là? Est-ce que tu as payé toutes tes taxes et tes impôts? Est-ce qu'il y a des contrats de travail? Complètement. On ouvre les livres. C'est important, c'est ça. On ouvre les livres. On est honnête, puis on regarde vraiment pour avoir une vue d'ensemble qui est honnête et réelle. Exact. Après ça, on prend une grosse décision, puis il faut s'assurer qu'on ait accès à toutes les informations. Absolument. Fait que tu t'en vas là pour... Il y a deux types de repreneurs. Il y a ceux qui vont se chercher un emploi, dans le fond, qui se disent, OK, ben moi, c'est une petite entreprise, je veux que ça reste petit, mais ça va être ma job pour les X, Y, Z prochaines années. Puis, après ça, tu as ceux qui disent, OK, ben moi, je vais amener ma valeur, puis après ça, on va en acheter une autre, puis on va y aller en mode croissance. Puis, donc, dans les deux cas, je pense que ça vaut la peine de faire affaire à un avocat en droit des affaires parce que pendant que toi, tu te concentres sur l'entreprise, puis comment essayer d'amener de la croissance, puis comment aménager ta job pour le futur, bien, nous, on est là pour te dire, OK, mais admettons, on revient à la restauration. Est-ce que ton permis d'alcool est valide? Est-ce que tu es bien zoné? Est-ce que... Il y a tellement de choses à réfléchir. Là, exactement. Pas, sinon, là... Puis l'entrepreneur n'a pas le temps de penser à ça. Non, souvent, puis il y a le fait que nous aussi, on a une distance avec la transaction.
c'est notre travail de faire c'est pas ça. l'émotionnel qui est là versus l'entrepreneur qui achète, là, qui a un coup de cœur, comme une maison. Là. Absolument. Quand on achète une maison, je veux dire, on a un coup de cœur, on est prêt, mais il y a quelqu'un qui va venir faire l'inspection, il y a notre courtier qui va nous conseiller. Il y a des professionnels qui viennent encadrer un peu ça pour que ça se passe dans le meilleur des mondes. C'est un peu le même genre. Notre travail, à la fin de la journée, c'est de conseiller. C'est ça. Puis les risques d'affaires, c'est l'entrepreneur qui les prend. Fait que moi, je suis jamais fâchée qu'un entrepreneur prenne des risques, mais mon travail à moi, c'est de lui exposer les risques. Donc, c'est vraiment un beau travail parce qu'après ça, quand tu vois des gens qui prennent des risques ou qui ont dit « Ah, finalement, ça, c'était la bonne acquisition » ou « Ça, c'était une bonne acquisition, je croyais, mais finalement, on va passer la POC parce que finalement, avec ce que tu m'exposes, je suis plus sûre, c'est pas un risque que je veux prendre, puis finalement, je suis capable de dormir la nuit. » Pour nous, c'est super gratifiant. C'est ça. Puis ça commence, j'imagine, dans les étapes. Là, par exemple, j'ai une entreprise qui m'intéresse, je suis allée sur le répertoire, là, je suis déjà dans le processus, je suis enclenchée. C'est là que je contacte justement un avocat en droit des affaires ou c'est un petit peu plus tôt dans le processus quand je commence à être intéressée? Bien, ça dépend vraiment de par où la transaction arrive. Des fois, par exemple, ça va être... moi, j'ai des clients qui m'ont dit peux-tu garder l'œil ouvert? J'ai ce type d'entreprise-là qui m'intéresse. Ou ça va être des courtiers en vente d'entreprise qui vont nous approcher. Ou ça va être les comptables qui eux-mêmes ont fait du maillage dans la vente d'entreprise. Donc, ça dépend d'où ça vient. Mais comme je disais tantôt, bénéficier du réseau, si la seule chose que tu connais, c'est ton avocat ou que tu as ton comptable, première chose, demande les états financiers puis valide si c'est une transaction qui fait du sens pour toi. Nous, on arrive un peu plus tard dans la transaction, mais pas très loin après le début. Mais il y a, dans les étapes préliminaires, une lettre d'intention ou une offre d'achat. Fait que là, on essaye de venir dire absolument tous les éléments qui sont pertinents pour passer à une vente qui va se faire sans trop d'éléments de négociation plus tard pour que déjà, on puisse avoir discuté de tous les points ou tous les irritants qui puissent être soulevés. Là. Super, c'est super intéressant. Fait que si un jour je pense à ça, écoute, encore là, je sais qui contacter. Puis là, ça m'amène, c'est une petite question que je veux amener à chaque épisode. Là. C'est comme une petite tradition que je vais instaurer, comme la question du début. Mais c'est, j'aime bien avoir ton avis sur justement ce qui s'en vient. Il y a eu beaucoup de nouvelles réglementations récemment. On s'est fait chambouler par plein d'affaires, la loi 25, peu importe, l'intelligence artificielle qui vient, qui a passer le barreau. Là. On entend plein d'affaires, mais selon toi, dans 5, 10, 15 ans, là, c'est quoi les préoccupations juridiques qu'on pourrait avoir ou qu'est-ce que tu vois que les gens de plus en plus vont faire ou vont falloir porter attention? Ou, dans ta boule de cristal, là, qu'est-ce que tu vois de ce côté-là avec ton expertise aujourd'hui? Bien, je vais parler pour les PME parce que c'est vraiment ça notre marché, mais clairement, la cybersécurité en est un. Mais je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est inévitable, en fait. Puis c'est tellement plein d'opportunités pour tout le monde, je crois, que de venir mettre sa valeur où il y a de la valeur ajoutée. Donc, quand moi, je parle d'intelligence artificielle à mes équipes, tout ça, ce serait de se mettre la tête dans le sable que de penser que les avocats ou nos clients ne l'utilisent pas. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est comment on l'utilise, parce qu'on se rappelle que l'intelligence artificielle, dans le fond, c'est basé sur des données existantes, puis ils vont te trouver les données existantes par rapport à ta question pour te formuler des réponses. Sauf que même moi, par contre, parfois, pour me partir une rédaction, tu vois, j'imagine qu'en marketing, c'est la même chose que vous l'utilisez. C'est ça, donc on part d'une base, sauf que pour avoir fait plusieurs utilisations, les références de loi sont pas les bonnes. Ils font référence à de la common law au lieu du droit civil. Puis là, je vais faire un crash course, là, mais dans le fond, nous, on vient du droit français, du Code de Napoléon, puis on est maintenant en Code civil, mais le reste du Canada est en common law. Donc, des fois, puis pareil pour les États-Unis, tout ça. Donc, il faut faire attention à l'utilisation de la loi parce que des fois, ils vont nous proposer, par exemple, des formulations. Là, tu me dis, sors-moi une entente de confidentialité. Puis là, ils vont te sortir des principes de common law. Puis là, ça s'applique fit. pas. Non, c'est ça, ça fit pas. Fait que moi, je pense que c'est un super outil pour se démarrer, pour poser des questions, pour valider, dans le fond, si tu es dans la bonne direction. Mais il n'y a rien qui vaut un petit appel à ton avocat, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, même à l'interne, nous, on l'utilise pour se partir, mais on a les outils pour répondre à ta réponse, à te donner une réponse qui est vraiment personnalisée à ta situation. Définitivement, je trouve ça intéressant. C'est comme ça qu'on l'applique aussi au marketing. T'sais, c'est comme un peu un accélérateur, mais après ça, c'est de faire preuve de vigilance puis de vérifier, de
tout contre-vérifier puis s'assurer que tout fait du sens. Parce qu'on dirait que je le vois, là, tu sais, quelqu'un qui va dire écris-moi une mise en demeure pour telle situation, puis voilà, c'est sorti, c'est fait. Mais il faut faire attention à ça. Puis justement, je pense que dans les prochaines années, là, ça va être de valider ça le plus possible. Puis tu sais, pour les entrepreneurs, à savoir que les avocats vont l'utiliser, je l'espère pour mettre plus de temps où ils ont de la valeur, puis c'est dans la relation client, puis dans la compréhension de la situation personnalisée. Parce que maintenant, dans nos documents qu'on rédige, l'intelligence artificielle trouve où mettre nos signatures. Il dit, par exemple, voici les points que je crois être des points de négociation. Tu sais, ça va loin, là, maintenant, l'intelligence artificielle. Fou, mais l'humain, puis la compréhension de comme, mais ta fille, tu voulais pas l'intégrer dans 5 ans, peut-être que cette clause-là, on devrait l'ajouter. Tu sais, l'intelligence artificielle ne sait pas. Ne le sait pas. Il peut pas lire dans... C'est pas rendu là encore. Exactement. Là. Fait que, tu sais, prévoir 10 coups d'avance, l'humain peut le faire encore. Fait que, Mais j'aime ça, j'aime vraiment ça ce que tu dis, parce que c'est pas de dire non, utilisez pas ça, c'est pas bon. C'est de dire, écoutez, vous pouvez l'utiliser, parce que sinon, tu sais, je veux dire, dans même 2 mois, ça va être tellement encore déjà avancé que je pense que c'est important de se mettre les mains dedans puis comprendre comment ça fonctionne pour encore plus avoir une idée de sa propre valeur, puis de justement tout le développement personnalisé, tout ça qui t'amène. Je trouve ça super intéressant. Puis là, ça m'amène à réfléchir un peu, justement, là, tu sais, on arrive vers la fin de l'épisode déjà. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, toi, personnels, professionnels? Je sais que professionnellement, il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être que tu essaies de mettre en place personnellement. Tu sais, parle-moi un peu de tes implications et tout ça. Il y a plein de choses. Qui s'en vient cette année. La vie est un feu roulant. Oui, c'est ça, t'arrêtes pas, je te vois. Exact. Partout. Mais dans le fond, avec Altalex, puis là, je rebondis un peu sur l'épisode avec Stéphane de Jobilico. Oh, c'est bon. Yes, parce qu'il disait que les entreprises de demain, c'était vraiment important, dans le fond, d'être proche de la communauté, tout ça, parce que ça répondait à ce que les jeunes veulent. Puis nous, on est un cabinet qui est jeune, puis c'est ce qu'on veut. Fait qu'on est en train de faire la démarche pour devenir une entreprise B Corp. Donc, on est accompagné pour ça. Si vous ne savez pas c'est quoi B Corp, allez visiter ça. C'est super Explique-moi un petit peu rapido, là, parce que c'est une belle certification. Là. Absolument. C'est une certification qui est crédible. Oui. Que dans le fond, c'est difficile de devenir B Corp. C'est difficile de le rester. Oui. Le point de B Corp est sur un système de points de s'assurer que les entreprises qui ont cette certification-là soient des entreprises transparentes, qui respectent leurs employés, respectent l'environnement, respectent les communautés. Donc, il y a un gros processus à faire pour aller chercher cette certification-là. Puis, il n'y a plus de bureaux d'avocats qui le sont dans la province. Donc, on est bien excités d'aller chercher ça. Je vous le souhaite vraiment. Là, parce que j'ai très, très confiance. Là, mais c'est déjà très aligné avec nos valeurs. Mais on est, ça ferait du sens. C'est juste l'année passée, en 2023, en fait, on a donné pour l'équivalent de 50 000 en temps ou en argent à des causes. Bravo. Oui, on est fiers de ça. C'est important pour nous. Puis dans les projets personnels, j'aimerais faire le collège des administrateurs. Oui. Parce que je suis moi-même administratrice à la SPA Ville de Lévis. On dit bonjour. Puis à la Société de développement commercial du quartier Saint-Sauveur. Oui. Donc, de devenir une meilleure administratrice. Ça, c'est dans mes plans, moi, pour les prochaines années. Je suis bien excitée de ça. C'est des très, très, très beaux projets. En tout cas, on va te suivre sur les médias sociaux. On va aller voir aussi Altalex. Je vais mettre toutes les références dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps, Maud. Merci à toi. Je pense qu'il va falloir qu'on se reparle. On va se rebooker dans 1 an, voir un petit peu comment ça a évolué d'ici là. Je vais accepter avec plaisir. Mais un gros merci pour ton temps. Merci. On se dit à très bientôt. OK, merci. Merci.